Donc bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à IDEA Statica version 23.1. Donc on va parler aujourd'hui des améliorations, les nouveautés qu'on peut retrouver dans IDEA Connection version 23.1 et plus exactement sur la partie style. Donc avant de commencer, quelques infos pratiques. Donc le micro des participants est coupé pendant la durée de la présentation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'encart prévu à cet effet. Et bien sûr, tous nos webinaires sont enregistrés et sont consultables sur notre chaîne YouTube de SCIA. Donc, je suis Dimitri Desromaux, je serai votre présentateur aujourd'hui. Je suis ingénieur au support de SCIA. Donc, durant ce petit webinaire consacré à IDEA Statica version 23.1, on va aborder plusieurs points comme le nouveau export IFC disponible dans IDEA Connection, les supports rigides et états de construction dans IDEA Member, l'amélioration de la résistance au feu, également des améliorations dans la conception des soudures, également une amélioration au niveau de l'interface, la visualisation des positions et l'effort de cisaillement, également aussi l'ajout d'une nouvelle librairie d'assemblage et bien sûr encore plusieurs points seront abordés. Donc je vais commencer par les nouveautés dans IDEA Connection. Donc une des petites nouveautés, c'est une nouvelle disposition des rubans, donc une nouvelle interface dans IDEA Connection, mais pas que, bien sûr, dans tous les modules de IDEA. Donc le changement qui est le plus visible pour les utilisateurs est que IDEA Statica euh, et la refonte de l'interface avec de nouvelles icônes. Vous pouvez voir maintenant en noir et orange dans les couleurs. C'est plus propre, c'est plus unifié avec les autres versions de IDEA Statica. Donc, par exemple, IDEA Style, IDEA Détail ou Concrete. L'autre changement est la barre d'outils qui est encadrée en bleu ici sur notre vue. Comme vous le voyez, pour le paramétrage de la scène 3D qui était simplifié. Voilà, donc on a fait un petit comparatif entre l'ancienne, on va dire, interface et la nouvelle interface. Vous voyez que la barre d'outils pour la gestion des scènes 3D a été raccourcie et a été simplifiée. Un des grands changements ou améliorations qui a été très souvent demandé est la possibilité d'exporter sous format IFC depuis IDEA Connection. Donc maintenant, c'est totalement possible avec la version 23.1. Comme vous le savez, en tant que dessinateur, la modélisation d'une conception d'assemblage complexe ou même simple, selon des dessins 2D fournis par un ingénieur en structure, peut devenir compliqué et créer une marge d'erreur. Il est donc important de partager autant d'informations que possible entre ces différentes professions. C'est pour cela qu'on va utiliser un format qui est reconnu par tous les logiciels BIM de l'industrie, ici l'IFC. C'est bien sûr l'IFC. C'est pour cela que cette nouvelle fonction a été très attendue par les utilisateurs pour l'échange de données en lien BIM entre les différents logiciels du marché, que ce soit DAO, CAO, tels que Revit, Tekla, SCIA, Robot, etc., etc., et qui reprend le modèle géométrique comme les soudures, les boulons, les platines. Donc, comment exporter votre conception de connexion au format IFC? Donc, on a deux possibilités. Donc, soit directement dans le logiciel IDEA via l'onglet rapport. Je vous montrerai un peu, je vais vous montrer un petit peu plus tard, juste après, ou alors si vous n'avez pas forcément l'application donc IDEA installée sur votre poste, vous pouvez également utiliser via l'application web, hein, donc IDEA Statica Viewer, dans lequel vous pourrez retrouver également la fonction exportée en IFC. Donc le fichier IFC va comprendre plusieurs choses, bien sûr. Et donc tout d'abord le modèle géométriquement précis de l'assemblage, mais y compris tous les boulons, tous les éléments donc qui vont constituer cet assemblage, tels que les boulons, les soudures, les sections transversales, les matériaux. Donc en résumé, donc en fait, ce fichier IFC peut être importé
dans des outils BIM ou CAO, bon, tels que Tekla, Autodesk, Revit, etc., en tant que représentation visuelle du modèle d'assemblage. Cela permet aux dessinateurs de mieux comprendre le modèle. Et bien sûr, l'ouverture du modèle dans n'importe quel logiciel d'utilisation IFC vous offre une vue complète, la possibilité de créer des vues de coupe, par exemple, ou des mesures supplémentaires. Ouais. Donc, je reprends ici. Voilà, je reprends ici, donc je viens directement dans IDEA Statica, donc dans l'application. Et si vous allez dans Rapport, voilà, vous pouvez ici vous retrouver l'exportation, donc la nouvelle exportation IFC. Donc c'est très simple, il faut juste cliquer dessus et après l'enregistrer dans le répertoire que vous souhaitez. Une autre possibilité, c'est dans le viewer, donc c'est venir importer, donc par exemple l'assemblage ici, dans le viewer. Donc on retrouve l'assemblage ici, une vue 3D de l'assemblage, et vous pouvez retrouver également donc IFC File qui va permettre de sauvegarder, enfin plutôt d'enregistrer ou de télécharger le projet en format IFC. Et bien sûr, ça peut être exploité par n'importe quel logiciel qui lit du IFC. Donc, par exemple, ici, BIM Vision, hein, qui permet d'ouvrir un fichier IFC et d'aller prendre quelques codes ou alors avoir un détail des différentes platines qui constituent l'assemblage. Donc, je reviens. Une autre amélioration qu'on retrouve dans IDEA Statica, c'est l'amélioration de la position de l'effort de cisaillement. Donc parfois, il n'est pas clair où exactement la force est introduite dans le modèle. Vous savez, vous savez que nous avons déjà plusieurs options pour charger le modèle, comme par exemple au nœud, au boulon ou à une position avec une valeur qu'on définit en millimètres. Donc, en supplément de ces ces trois options, on a, enfin, IDEA Statica a rajouté une troisième option, hein, donc c'est, enfin, plutôt une quatrième option, excusez-moi, c'est l'effort qui peut être appliqué sur la face de l'élément connecté. Mais en plus, vous verrez maintenant directement la position de la force ou le moment de flexion causé par cette dernière. Donc, deux améliorations au niveau de la visualisation de position de l'effort de cisaillement et des efforts induits par cet effort de cisaillement. Donc, je vais déjà détailler la première. Donc, c'est la position de la force de cisaillement sur la face de la barre. Donc, vous pouvez définir la position à l'aide de la fonctionnalité face de membre connecté. Le logiciel le réglera automatiquement en fonction de la surface de l'élément connecté. Cela signifie qu'il n'y a plus d'ajustement manuel à l'aide des coordonnées. Et avec le changement de la section, bien sûr, la position est toujours conservée. Donc, comment cela fonctionne-t-il? Il suffit simplement de sélectionner la barre dans laquelle vous souhaitez définir la position de la force, puis de sélectionner l'option face de membre connecté. Bien sûr, il est recommandé de toujours sélectionner manuellement le membre connecté. La méthode et la position peuvent être également indiquées dans le rapport. Enfin, la deuxième amélioration, hein, donc, qui est enfin plutôt l'affichage de l'effet de chargement visible immédiatement dans la vue 3D. Donc, c'est une meilleure façon de visualiser la position de la force de cisaillement, bien sûr. Donc, l'application connexion l'application connexion vous indique maintenant la valeur du moment de flexion à partir d'une force unitaire. Donc, ici, une force unitaire VZ de 1 kN par exemple. Bien sûr, l'unité peut varier suivant les paramétrages de votre logiciel. Le diagramme peut être affiché maintenant en mode transparent ou filaire. À l'époque, en fait, dans la version 23.0, c'était disponible qu'en filaire. Maintenant, on a également l'utilisation transparente. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner le membre pour lequel vous souhaitez voir le diagramme et utiliser l'un de ces deux modes. Bien sûr, le diagramme de moment réel est bien sûr toujours affiché dans le chargement. Donc, si je viens dans IDEA Statica, voilà, voilà. Donc, dans la partie conception, donc je vais retrouver hop, ici mon diagramme des moments. Donc, on pouvait l'avoir soit en filaire, donc avant c'est disponible en filaire, maintenant on peut également le retrouver sous la visualisation 3D transparent. Et donc, on retrouve ici
l'excentricité, hein, donc de notre point d'application de la charge, qui est appliqué ici dans effort dans surface d'éléments connectés, et on a juste à sélectionner ici, voilà, là, enfin plutôt la référence de l'élément qui sera connecté. Donc ici, c'est l'élément C, c'est le poteau. Et donc, pour un effort de 1 kN de cisaillement, on retrouve bien ici 0,091 kN de moment. Et comme dit précédemment, dans les chargements, on retrouve également la possibilité d'avoir le diagramme des moments pour l'effort assigné au chargement. Je reviens sur le PowerPoint. Donc maintenant, on va passer aux améliorations de la conception des soudures. Donc plusieurs choses. Donc on a une amélioration sur l'autoconception des soudures à pleine résistance. Également une amélioration du machine learning pour l'UTC. Je reviendrai un peu plus tard pour les détails. On peut également maintenant modifier donc l'électrode. Donc ça veut dire, on entend par là d'avoir deux choix possibles, donc soit défaut ou soit défini par utilisateur. Donc on va ici plutôt assigner, donc on pourra modifier la nuance ou la qualité d'acier utilisée pour les soudures. Une amélioration au niveau des warnings, hein, donc suivant les normes, donc ici l'Eurocode ou la norme américaine, et également une petite amélioration donc avec un détail plus important sur la violation du contrôle des soudures. Donc, je rentrerai un peu plus dans les détails pour déjà, dans un premier temps, l'autoconception des soudures à pleine résistance. Donc, cette option, plutôt cette fonction permet aux utilisateurs d'optimiser la taille de la soudure en fonction de la résistance de la plaque soudée. Cela raccourcit forcément le temps de conception et garantit une taille de soudure sûre pour toutes les soudures du projet de l'assemblage. Enfin, plutôt pour tout le projet de votre conception d'assemblage. Vous pouvez exécuter vous pouvez exécuter l'algorithme autodesign well, donc c'est l'autoconception à pleine résistance pour toutes les soudures du projet, pour toutes les soudures du projet, à la fois via un clic droit sur la souris dans le menu opération de l'arborescence. Donc je vais vous faire une démonstration juste après. Pour l'algorithme, hein, si on rentre un peu plus en détail sur le niveau de l'algorithme, hein, donc les hypothèses sont que la plaque est chargée ici en tension, donc forcément en tension parce que pour la conception des soudures, c'est le critère le plus important, et que la longueur des soudures est la même que la longueur du bord de la plaque connectée. La résistance de la plaque en traction est prise comme la résistance de la soudure chargée perpendiculairement, et la taille de la soudure est ensuite dérivée. Donc les entrées sont les suivantes, hein, donc l'épaisseur de la plaque connectée par bord, la limite élastique du matériau de la plaque connectée et aussi la limite résistance ultime du matériau de soudure. Quelques autres paramètres comme les facteurs, les coefficients, comme par exemple le βW, et également les différents facteurs de sécurité partielle pour les matériaux, que ce soit pour les matériaux de la plaque ou de la soudure. Bien sûr, l'arrondi des valeurs d'épaisseur de gorge, hein, afin de faire cette autoconception, peut être défini dans les paramètres de préconception et taille de soudure. Ensuite, pour l'estimation de la capacité globale de la soudure, hein, donc c'est la machine learning pour l'UTC. Donc dans l'onglet résultat des soudures, deux ratios d'utilisation sont répertoriés. Donc on va retrouver l'UT et l'UTC. Donc l'UT, c'est l'utilisation de la contrainte, qui indique la valeur d'utilisation de l'élément fini le plus sollicité dans l'ensemble de la soudure. Donc c'est plutôt ici une valeur de crête tandis que la valeur UTC, là, donc qui est plutôt l'utilisation de la capacité de la soudure, indique ici l'utilisation de l'ensemble de la soudure et donne à l'utilisateur des informations sur la capacité restante de cette dernière. Étant donné que la distribution des contraintes dans les soudures, dans les modèles basés sur les méthodes des éléments finis, varie de manière incertaine en fonction de la charge appliquée, il n'est pas si simple de déterminer la capacité restante en tant que fonction linéaire. Donc avec un incrément de la charge appliquée, le changement
dans la distribution des contraintes de la soudure peut être très spectaculaire. C'est pour ça qu'on a en fait une amélioration au niveau du machine learning, hein. Donc, avec cette nouvelle version, le calcul de l'UTC a été considérablement amélioré pour une nouvelle fonction d'estimation basée sur l'apprentissage automatique. Sur base de cet apprentissage d'un grand nombre de modèles d'assemblage soudés et de divers scénarios de charge, l'algorithme peut prédire avec précision la capacité de soudure restante. Donc forcément, ce contrôle est affiché comme d'habitude dans vérification et dans l'onglet soudure dans la colonne UTC, à côté de la colonne UT. Cette fonctionnalité est pour le moment limitée au projet en Eurocode. Enfin, le dernier point que je vais aborder un peu plus en détail, c'était les électrodes de soudure, hein, donc de soudage, pour la définie par l'utilisateur. Donc, on l'entend ici par électrode, c'est plutôt la qualité d'acier de la soudure, hein. Donc, le matériau de soudure est désormais un élément modifiable, comme on pouvait retrouver dans les anciennes versions, par exemple pour les boulons ou alors la qualité des matériaux des platines. Donc, comme vous le savez, c'est modifiable via le menu bibliothèque. Vous pouvez aussi donc maintenant définir donc la qualité des soudures indépendamment de la nuance d'acier des plaques qui seront connectées via cette soudure. Pour ajouter un matériau, donc comme je l'ai dit, c'est très simple, hein, il faut juste aller dans l'onglet matériaux, ajouter le matériau de soudure et modifier ses propriétés si vous le souhaitez. Un gros avantage, c'est pour le bêta W hein, qui peut être modifié. Donc par défaut, il est à 0,8, mais vous pouvez modifier ce bêta W avec une valeur souhaitée. Vous retrouverez par la suite ce matériau, donc de l'électrode de soudage, dans la zone de la liste déroulante dans n'importe quelle opération dans laquelle on fait appel à des soudures. Et les tableaux de contrôle et le rapport ont été complétés pour toujours contenir des informations sur les électrodes de soudage et leurs paramètres. Ensuite, une des grosses aussi améliorations, ou plutôt, oui, on va dire une amélioration, hein, donc plutôt un ajout sur le détail des vérifications. Donc ici, on va retrouver plutôt les contrôles détaillés pour les boulons, les soudures dans l'application, qui ont été étendus pour les nouvelles règles selon l'Eurocode. Donc cette fonction peut être activée dans les paramètres. Ensuite, vous obtiendrez une colonne dans les tableaux de résultats indiquant si le détail, alors plutôt si le contrôle est respecté et si les exigences supplémentaires sont également respectées. Donc plusieurs améliorations. Donc pour les boulons, on aura l'épaisseur minimale de la plaque et le contrôle ductibilité. Donc tout vont suivant la norme forcément Eurocode 3 partie 1.8 ou Eurocode 3 partie 1.3 pour les formats froids. Et pour les soudures, toujours par rapport à la norme citée, à l'Eurocode 3 partie 1.8, on aura donc une vérification plus détaillée sur les épaisseurs minimales de la plaque, les épaisseurs minimales de gorge de soudure et des soudures d'angle, et également le contrôle de ductibilité. Donc, comment ça se distingue dans le logiciel? Donc, on aura 4 types de messages détaillés ou principes de construction. Donc, dans le logiciel, c'était bien traduit en principe de construction. Donc, on aura le OK, l'erreur, l'avertissement et l'info. Donc, le OK sera forcément représenté par une coche verte. Cela indique que le modèle est conforme à toutes les questions nécessaires conformément à la norme et que la connexion, bien sûr, a été conçue conformément et en toute sécurité. L'erreur qui est représentée par une forme de croix rouge, hein, donc une erreur vous avertit d'une grave non-conformité aux exigences de la norme et vous devez faire plus attention. Alors plutôt, on attire assez fortement votre attention sur le composant correspondant. Ensuite, vous avez l'avertissement et l'information. Donc l'avertissement qui va être représenté par un triangle jaune avec une icône de point d'exclamation. Donc le message d'avertissement vous fournit des recommandations, par exemple basées sur une expérience pratique. Une attention accrue, bien sûr, sur la conception est conseillée, mais pas inconditionnellement nécessaire. Et enfin, l'information qui est représentée par une icône d'information bleue. Donc, c'est un message plutôt informatif, donc d'information, à un caractère donc forcément informatif sur les problèmes moins courants à vérifier, par exemple la ductibilité. Donc, les messages individuels peuvent être forcément consultés en détail dans les tableaux de contrôle correspondants sous forme de la section vérifiée ou dans le rapport. S'il existe plus
d'un détail, alors plutôt s'il n'existe plus d'une information ou d'une erreur ou d'un avertissement dans les tableaux, euh, ce sera toujours l'erreur qui va prédominer, étant donné que l'erreur est une plus grande importance qu'un message d'information est plus faible. Voilà. Donc si je passe sur le logiciel et que je lance par exemple ici, voilà, l'auto design des soudures. Voilà. Donc je retrouve ici voilà, le même assemblage, donc avec des soudures qui ont été juste assignées à 1 millimètre. Voilà. Si je lance le calcul, voilà, forcément, hein, donc les contrôles n'est pas satisfait. On peut retrouver donc dans vérification, hein, voilà, donc les différents principes de construction, comme dit. Donc par exemple ici nous avons une information, voilà, avec ici donc le contrôle en ductilité qui n'est pas, voilà, qui nous indique un complément d'information, ou par exemple sur les soudures, voilà. Donc avec ici des erreurs, forcément, de mon avis, du fait que la soudure, enfin plutôt la profondeur de gorge est très faible. Voilà. Donc soudure est trop petite, donc l'épaisseur devrait être supérieure ou égale à 4,6. Vous pouvez modifier dans, plutôt pas paramètres de la norme, mais dans la l'onglet conception et dans paramètres. Voilà, vous retrouvez ici dans préconception également plutôt l'incrément d'arrondi pour la préconception. Ici, pour la taille des soudures, ici, on a appliqué ça à 1 millimètre. Donc, c'est le delta, en fait. L'incrément de 1 millimètre. On va augmenter ou diminuer les soudures de 1 millimètre. Enfin, on va retrouver ici dans l'opération, donc en faisant un clic droit, l'autoconception de la soudure pour la résistance maximale. Voilà. Il va automatiquement, donc, nous déterminer les soudures préconisées. On peut également modifier les soudures en faisant un clic droit et en changeant les propriétés ici, ou alors directement dans la propriété, plutôt dans les paramètres de la soudure ici, comme on avait l'habitude de faire avant. Et donc, si je lance maintenant le calcul, ouais, et je vais dans vérification. Donc, le contrôle est satisfait. La soudure travaille ici à 98%. Donc, il y a une valeur de crête. Hein. Donc, si je prends la soudure la plus sollicitée à 98%, 98,1, elle est ici, voilà, ce sera celle-ci. Voilà. Donc, tout est satisfaisant, hein, donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas d'information. Et on retrouve donc le contrôle de la soudure avec le détail, le détail pour chaque contrainte, hein, perpendiculaire ou parallèle donc aux contraintes. Et enfin, vous pouvez aussi retrouver donc dans la section donc UTC, plutôt la colonne UTC, la on va dire la sollicitation, on va dire entre guillemets linéaire. Donc ici, on passe de 98 à 65%. Donc là, la soudure travaille en fait à 65% si on avait une répartition linéaire. Je reprends. Voilà. Une autre amélioration, c'est une amélioration sur la reconnaissance des plaques de remplissage, donc les contreplatines. Donc c'est quelque chose, comme vous le savez, qui n'est pas nouveau, mais ça a été amélioré dans la version 23.1. Donc il y avait déjà une reconnaissance des plaques de remplissage dans la configuration du code, enfin de la norme. Nous avons cette application, enfin, nous avions cette application donc de l'influence de bêta-p dans l'évaluation de la résistance au cisaillement des boulons, mais elle n'était pas forcément, on va dire, optimisée ou reconnue pour tous les types d'assemblage. Donc c'est pour ça qu'il fallait être très attentif sur les anciennes versions et c'était à l'utilisateur de vérifier si tout était analysé correctement.
Dans la version 23.1, donc forcément, cette reconnaissance a été améliorée considérablement. Donc cela permet donc une résistance au cisaillement des boulons sous conditions de plaques de remplissage ou de contre-platine et un contrôle plus sécuritaire dans des cas spécifiques. Bien sûr, ce facteur bêta-P peut être activé ou désactivé via le paramétrage de la norme. J'attire aussi votre attention sur l'écartement maximal entre deux platines adjacentes. Elle est toujours fixée à 2 mm, comme c'était le cas déjà dans les anciennes versions. Enfin, la dernière amélioration qui a été faite dans IDEA Statica Connection, c'est la partie résistance au feu. Donc c'est une grande amélioration dans la conception de la résistance au feu. Comme vous le savez probablement, c'est une analyse qui existait déjà depuis un certain temps dans IDEA, mais la première étape était possible forcément depuis plusieurs versions, comment dire, mais c'était à l'ingénieur à l'ingénieur de définir la température spécifique pour l'analyse de la conception. Donc ces températures devaient être forcément retrouvées avec d'autres outils d'analyse structurelle. Maintenant, vous pouvez donc sélectionner la classe d'incendie spécifique et en fonction de la protection contre l'incendie et des paramètres des matériaux, vous pourrez trouver, vous pouvez trouver les températures spécifiques pour tous les composants de la connexion, donc de l'assemblage, dans votre modélisation de l'assemblage. Et tout ça est fait en automatique. Donc la conception de feu est forcément basée sur le calcul de température à l'aide de la méthode incrémentale qui est donnée dans la norme, code 3 partie 1.2, et c'est le point 425. Donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le calcul forcément en feu a été amélioré. Donc en utilisant cette méthode, la température, chaque plaque est calculée séparément, donc en automatique bien sûr. On suppose sans risque que les températures des boulons et des soudures sont les mêmes que celles que les plaques qui sont connectées par ces dernières. Donc voilà, une plaque à une certaine température, le boulon sera à la température de la plaque qui connecte. La protection contre l'incendie peut être maintenant ajoutée uniformément à l'assemblage, à l'ensemble de l'assemblage. La courbe feu, la classe de résistance et les courbes de dégradation des matériaux et des propriétés de protection peuvent être également définies dans les paramètres. Donc, je reviendrai un peu plus tard dessus. Et les ingénieurs n'ont plus nécessité d'effectuer eux-mêmes les calculs en fait des températures ou de s'appuyer sur des solutions manuelles supplémentaires telles que des feuilles de calcul. Donc dernier point, voilà, sur l'incendie. Donc la résistance en conditions d'incendie. Donc dans un premier temps, il faut forcément assigner au modèle qu'on veut faire une vérification au feu. J'attends que ça se charge, voilà, parfait. Voilà, je vais aller dans conception. Donc là, j'avais fait un premier calcul sans protection. Voilà. Donc vous allez ici, vous allez ici dans le nom du modèle. Voilà. Vous avez donc le différent type d'analyse. Donc forcément, on va être résistance au feu. Et maintenant, vous avez la possibilité d'avoir soit série d'utilisateurs, donc c'est plutôt une saisie manuelle de votre température, ou calculée. Donc pour la saisie manuelle de la température, si vous savez pas, en fait, c'est très simple. Il faut juste dans conception, voilà, assigner ici une température. On aura ici une nouvelle opération température dans lequel j'ai assigné ici, par exemple, 250 degrés. Il va de soi que si vous avez mis température calculée, ce paramétrage va prendre le dessus sur la température assignée ici, bien sûr. Vous pouvez aussi, via les paramètres, dans protection structurelle ou structuraux, on va retrouver donc tout ce qui est catégorie de résistance, donc avec les différents types de résistance, de R15 jusqu'à R240, donc qui représente le temps en minutes sur lequel on va solliciter sous la courbe feu les matériaux, enfin plutôt le matériau ou l'assemblage. Le type de courbe feu, on va retrouver les différents types. Donc moi je parlais plutôt pour le recode, on va avoir la courbe standard, le feu externe et le feu courbe hydrocarbure avec les différentes propriétés. La dégradation des matériaux, donc ça c'est pas nouveau, ça existait déjà, donc avec les différents types en fait pour les contrôles. Donc ici nous on a qu'un choix pour le N, donc c'est la code 3 partie 1.2, donc il va faire référence au tableau de cette dite norme.
On retrouve également la protection contre l'incendie. Donc voilà, maintenant si je veux protéger plutôt mon assemblage via les incendies, je peux le faire ici. Donc avec différents types, que ce soit contour ou creux, et avec les différents paramètres spécifiques à cette protection. Je peux enregistrer et je peux lancer le calcul. Voilà, donc le calcul est défini. On peut aller voir dans vérification. Voilà, j'aurais retrouvé donc forcément toutes mes vérifications, donc avec la vérification des soudures et bien sûr le contrôle via la dite norme, donc avec forcément notre KB θ, donc le facteur de réduction sur les températures des boulons. On peut aussi avoir, bon, ici, un principe de construction, donc voilà, donc la ductilité, enfin, la ductilité qui est, où il faut faire attention, bon, c'est juste un titre informatif. Et enfin, on peut aussi avoir la température des différents, platines, dans des différentes platines ici, donc, et des boulons également, avec ici l'échelle de température. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux nouveautés dans IDA Member. Je vais en parcourir un peu plus rapidement ici. Donc, dans un premier temps, on avait, enfin, l'IDEA a rajouté donc des supports rigides dans les members. Hein. Donc, c'est très souvent les utilisateurs demandaient comment construire un modèle de manière le plus rapidement possible et dans lequel le calcul se faisait également le plus rapidement possible. Donc, c'était surtout dû à un besoin d'analyser seulement une poutre ou juste une structure très simple. Donc, nous avons les options pour assigner un support seulement pour les poutres secondaires ou les poutres non analysées, et cela prenait forcément du temps. C'est pourquoi il a été ajouté cette option d'un nouvel élément de support rigide qui serait représenté dans la scène 3D, donc dans l'interface graphique, par des petits rectangles gris, comme vous pouvez voir ici. À ce support général, vous pouvez également forcément ajouter, et c'est obligatoire, des connexions en acier, comme vous avez l'habitude de faire précédemment. Bien sûr, la rigidité de la connexion et toutes les relations entre les connexions et la poutre analysée sont toujours là, mais la modélisation prend beaucoup moins de temps et le calcul sera aussi beaucoup plus rapide. Donc en résumé, donc les supports rigides, ça permet donc simplification de l'assignation des conditions limites pour des poutres à appui simple. Les éléments associés ne sont plus nécessaires, voilà, et réduction forcément du temps de modélisation. Une autre amélioration, c'est, on va appeler ça les phases de construction. Donc, c'est une autre amélioration qui sera liée à l'analyse des structures déjà construites. Donc, si vous avez une structure existante et chargée, mais que vous avez besoin d'augmenter la charge ou d'appliquer quelque chose de plus, alors vous avez ces options d'étapes de construction. Une sorte d'analyse en deux étapes où vous avez la charge préliminaire, donc qui est la charge originelle, attribuée à cette précharge, et une nouvelle charge dans une deuxième étape. Donc ainsi, il est probablement évident que si j'ajoute un autre profilé ou un renforcement en acier, par exemple un raidisseur, le comportement sera différent et il sera analysé pour l'étape finale de chargement. Donc en résumé, en fait, les étapes de construction, c'est surtout des étapes de construction qui seront appelées précharges dans Member, dans IDA Member, qui seront utilisées lorsque, par exemple, un ingénieur doit vérifier un élément en fonction d'une nouvelle répartition de charge par rapport à un modèle de charge existant. Donc, grâce à cette méthode, il est maintenant possible de concevoir des travaux de renforcement spécifiques et ciblés. Un exemple, c'est le renforcement d'un bâtiment plutôt que la démolition peut être une solution complexe. C'est pourquoi cette méthode a été attribuée. Donc, il vise à permettre aux équipes de conception de formuler une stratégie qui sauve forcément les bâtiments et réduit les émissions de CO2. Et il existe forcément plusieurs exemples, hein, comme dans le domaine de l'ingénierie, où cela peut être nécessaire. C'est un exemple concret, c'est par exemple l'ajout de panneaux solaires photovoltaïques qui sont utilisés sur des toits existants, ce qui entraîne forcément une augmentation de charge et de soulèvement,
ou un réaménagement de locaux commerciaux où les escaliers et les ouvertures ne sont peut-être pas au bon endroit. Donc voilà, c'est des exemples un peu pratiques. Aussi une petite amélioration sur les modèles de modélisation. En fait, maintenant, on a la possibilité d'avoir des modèles d'utilisation. Donc, dans le même principe que les premières diapos qu'on a vues ici précédemment dans IDEA Member. Donc, ça vise à augmenter la vitesse de modélisation des modèles. Donc, cette amélioration est utilisée ou utile quand vous ne savez pas comment définir correctement les éléments, les conditions limites, les charges, ou que vous souhaitez créer un projet en un clic. Vous pouvez utiliser voilà l'assistant de modélisation. Vous retrouverez donc des modèles existants pour des cas d'utilisation les plus courants. Il ne vous restera plus qu'à choisir celui qui correspond à votre cahier des charges et le modifier en fonction des exigences de votre projet. Donc, normalement, vous devez connaître un peu le principe parce que c'est assez similaire à ce qui est, vous pouvez retrouver également dans IDEA Connection. Donc, on a plusieurs modèles sous 3 catégories de géométrie, donc pour des poutres, des colonnes, des portiques ou, on va dire, générales. Donc, portique et général reste une catégorie unitaire. Et enfin, la détection des singularités, donc non-convergence du modèle. Pareil, c'était aussi quelque chose que vous pouvez retrouver également dans IDEA Connection. Donc, c'est une grande aide aux utilisateurs afin, enfin, une fois que vous avez lancé un calcul, si le calcul ne converge pas, donc n'est pas satisfait, donc il y a une sorte de singularité dans le modèle. Donc grâce à cette amélioration dans IDEA Member, vous verrez un message mentionnant quelle partie de la structure a un problème et qui n'est pas connecté, par exemple, à un autre élément, et donc donne par conséquence une singularité. Donc ça permet de trouver la solution beaucoup plus rapidement. Et enfin, troisième point, c'est les nouveautés dans IDEA, bon, enfin au niveau du BIM et du cloud. Donc une grosse nouveauté, c'est la librairie d'assemblage. Donc c'est avec cette bibliothèque de connexion, vous pourrez parcourir des exemples avec des géométries souhaitées et trouver l'inspiration en quelques secondes. Donc l'utilisation de l'application est simple et intuitive et l'ensemble, on a un ensemble de bases de données, enfin un ensemble d'assemblage, pratiquement plus de 400 000 modèles et qui s'agrandit chaque jour. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc ça s'appelle Connection Library, c'est une application web qui permet aux utilisateurs de trouver l'inspiration en leur fournissant une base de données publique avec des milliers d'assemblages. Et les utilisateurs peuvent donc utiliser des connexions fournies dans l'application ou partager les résultats de la recherche avec d'autres personnes. Donc, on a deux façons d'y accéder. Donc, je vais passer ici. Voilà. Donc, c'est soit via directement l'application IDEA, on va se trouver ici dans Collection Library, ou via le viewer de IDEA, voilà, qu'on va retrouver ici. Voilà. Donc le viewer, voilà, vous venez ici, vous allez sur connexion librairie, ça vous ouvre cette page et vous avez ici un exemple voilà, de connexion. Donc vous pouvez forcément modifier les différentes propriétés. Donc par exemple, si je veux voilà enlever ça et rajouter un élément ici de type suivant voilà avec circulaire. Donc vous pouvez bien sûr changer le type de la cross-section. Donc on n'a pas un gros catalogue, mais voilà, on a les principaux, donc les I, les C, les L, les T, et après les parois, plutôt les sections tubulaires. Vous avez également la possibilité d'avoir plutôt par sous-catégorie, avec des pieds d'ancrage, plutôt des pieds de poteau, des têtes de poteau, des types planchers et des continuités. Voilà. Après, bon, bien sûr, vous avez plusieurs paramètres. On peut maintenant faire lancer une recherche. Et on retrouvera ici toutes les, on va dire tous les assemblages qui pourraient convenir à votre géométrie. Voilà. Donc c'est très simple. Vous avez juste après à sélectionner la poutre, enfin plutôt l'élément que vous souhaitez faire, et vous pouvez ensuite l'ouvrir dans IDEA Statica. Donc il va en fait télécharger le modèle. Rhino Grasshopper, donc pour tous ceux qui sont familiers, enfin, qui sont familiers avec l'API ou le IOM ou qui veulent faire
de la conception paramétrique, il y a maintenant en fait un plugin qui a été ajouté à IDEA, donc un plugin pour Grasshopper. C'est un outil de modélisation paramétrique, bien sûr. Donc le plugin Grasshopper permet de nombreux flux de travail pour les scripteurs, pour les développeurs, on va dire, d'API, et les personnes qui cherchent à générer des connexions de géométrie complexes. Donc un petit mot du Rhino Grasshopper. Donc quelle est la définition? Donc Rhino Grasshopper, c'est une plateforme assez puissante de modélisation CAO, hein, avec un large éventail de plugins disponibles dans l'industrie de l'architecture ou de l'ingénierie. En tant qu'outil de modélisation paramétrique, Grasshopper a créé un écosystème étendu et bien entretenu de plugins tiers, donc qui interagissent grâce à leur puissant moteur de géométrie. Donc, par exemple, Tekla, Revit, ou tous les principaux logiciels d'analyse par élément fini disposent de plugins pour Grasshopper. Donc, comment fonctionne-t-il ce plugin? Donc, le plugin Grasshopper permet aux utilisateurs d'interagir avec l'IOM ou l'API de IDEA Connection en utilisant une approche de programmation visuelle low-code. Donc, euh, un code assez simple. Et la combinaison de Grasshopper avec le modèle ouvert et les API d'IDEA Statica crée une plateforme extrêmement puissante pour la définition paramétrique de géométrie d'assemblage complexe, ainsi que pour l'optimisation et l'automatisation des connexions, des assemblages. Toujours dans la même idée, c'est la conception paramétrique qui a été améliorée, hein. Donc c'est pas nouveau, hein, ça existait déjà. Donc c'est dans le menu développeur qui peut être disponible quand vous allez dans enfin plutôt les paramètres avancés, comme vous pouvez voir ici. Vous trouvez les paramètres avancés en activant forcément l'onglet développeur. Une fois que c'est activé, vous pourrez apporter certains paramètres à votre conception. Donc l'interface de cette fonctionnalité est continuellement forcément améliorée, ce qui facilite grandement son utilisation pour piloter une puissante utilisation paramétrique et automatiser les connexions. Donc, ça peut être par exemple en utilisant des paramètres qui peuvent modifier des dimensions de section, mettre à jour les matériaux ou les sections, utiliser des expressions mathématiques, piloter des entrées pour la disposition ou la géométrie des boulons, etc., etc. Donc voilà, on arrive au bout de ce webinaire, hein, consacré à IDEA Statica version 23.1. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser directement dans la fenêtre prévue à cet effet. Pour l'instant, j'ai pas de questions.